Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le ministère de la Construction veut un développement des villes bien planifié, lancement des plans de 4 unités urbaines d'Abidjan, l'implémentation de ces études va favoriser un meilleur cadre de vie. Ce plan présenté par le ministre Bruno Nabagné-Komné va valoriser les ressources naturelles et culturelles. En 2021, l'Office de la sécurité routière a enregistré plus de 14 000 accidents, 1 600 morts et plus de 13 000 blessés graves. Des accidents dus en partie à l'incivisme. Ici à Abidjan, les motocyclistes sont de plus en plus indexés, notamment sur le non-respect des feux tricolores. Nos reporters ont fait le constat à suivre dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, fin du calvaire pour la 60aine de femmes enlevées la semaine dernière, retrouvées ce vendredi à bord d'un bus dans la région du centre-nord. Elles sont arrivées dans la soirée dans la capitale Ouagadougou. Elles ont été accueillies par les autorités. Il a fait de la représentation des femmes fortes son credo. Ce troubadour des formes plantureuses a 35 ans au service de la peinture. Dans l'exercice d'un art naïf, les œuvres d'Augustin Cassis se distinguent à coup d'œil. Parmi des milliers d'autres, Prix national d'excellence 2021, sa notoriété dépasse largement les frontières du continent. Augustin Cassis, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons avec beaucoup de plaisir. Alors, quel est le sentiment quand l'on vous distingue aujourd'hui comme une figure majeure de l'histoire de l'art en Côte d'Ivoire et ailleurs sur le continent? Oui, un sentiment de fierté, un sentiment de grande joie pour le travail accompli et quand c'est pour son pays, il n'y a pas mieux. D'accord. Merci. On vous retrouve tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes aussi écrivain. Ah oui, plus ou moins, je commence. D'accord, on en reparle tout de suite, le temps de faire le tour de l'actualité en commençant par cette volonté du gouvernement qui a procédé d'ailleurs à l'élaboration des plans d'urbanisme. Ces plans vont favoriser une meilleure qualité de vie. Ils prennent en compte la préservation et la valorisation des ressources naturelles, culturelles et proposent des espaces à protéger. Mais aussi, ce projet va favoriser la fourniture d'une gamme d'opportunités d'emploi. On en parle avec l'enseignant Bakayoko. Problèmes de mobilité, désordre urbain, insuffisance de logements décents, inondations, occupation anarchique des espaces publics, toutes ces problématiques dégradent fortement la capitale économique ivoirienne. D'où ces plans d'urbanisme de détail de 4 unités urbaines du Grand Abidjan. Ces 4 unités urbaines couvrent les communes d'Abobo, d'Anyama, Cocody, Benjerville-Songon, Yopougon ainsi que la zone portuaire d'Abidjan. Nous avons 8 mois pour que les consultants finissent. Et donc, la partie gouvernementale va faire l'effort de tenir dans 2 mois, donc c'est-à-dire dans 10 mois. Donc, je pourrais dire globalement, avant la fin de l'année 2023, nous aurons fini l'élaboration des plans d'urbanisme de détail des unités citées ici. L'implémentation de ces études devrait impacter positivement le cadre de vie des populations. Nous sommes obligés d'avoir un regard particulier sur la ville d'Abidjan, qui abrite aujourd'hui 40% de la population urbaine de notre pays. Ce besoin de planification et ce besoin d'une action cohérente et collective devient une nécessité. Je dirais même une nécessité absolue. Parce que les villes ivoiriennes abritent aujourd'hui 53% de la population de notre pays et tout indique que ce taux va continuer à croître, compte tenu de la dynamique au plan de la démographie et de la dynamique au plan de l'urbanisation. Le but, promouvoir le développement urbain axé sur l'usage des transports en commun, privilégiant le transport collectif et vert. La maîtrise des lotissements pourrait se faire dorénavant à travers les référentiels que constituent les plans d'urbanisme de détail. Et au moment où on parle de ces plans d'urbanisme, ce samedi en début d'après-midi, la commune du Plateau a été le théâtre d'un détachement d'une dalle d'un immeuble en construction. Le bilan de l'incident fait 2 blessés légers. Ils ont été évacués par les sapeurs-pompiers au CHU de Cocody. Cet incident a été provoqué par la rupture d'un étain métallique pendant le coulage de la dalle du balcon. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Rue du Commerce, Abidjan Plateau. Les faits se déroulent ce samedi après-midi entre 14 et 15 heures. Il ne s'agit pas d'un effondrement d'immeuble, contrairement à la rumeur, mais plutôt d'un détachement de dalles provoqué par la rupture des étais métalliques lors du coulage du béton de ce balcon. Bilan, 2 blessés légers évacués au CHU de Cocody par les sapeurs-pompiers. C'est pendant le coulage de la dalle
aujourd'hui même, cet après-midi, pendant le coulage de la dalle, qu'une partie de la dalle, disons la dalle en porte-à-faux de l'immeuble, s'est détachée. C'est dû à la rupture des étais métalliques. Ce sont ces étais métalliques-là qui ont cédé, ce qui a provoqué la cession de cette partie de la dalle de balcon en porte-à-faux, d'une superficie estimée à environ 100 mètres carrés. Ce projet de construction dispose de permis de construction R+5 à usage bureau. Selon la plateforme collaborative de contrôle de construction anarchique, une cellule du ministère de la Construction venue au contact pour le constat d'usage. Ce chantier dispose d'un cabinet de contrôle qui fait le suivi de cet ouvrage. Donc, nous pouvons déduire qu'aujourd'hui, cet incident est dû à la mauvaise mise en œuvre du maître d'œuvre. En attendant les conclusions de l'enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Trècheville et du commissariat du 1er arrondissement du Plateau, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme décide de l'évacuation et de la fermeture du chantier. Et après sa certification, le Trésor public a présenté sa politique de lutte contre la fraude et la corruption. Plusieurs partenaires techniques et financiers de Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement, étaient à la cérémonie. Dangui nous parle des enjeux du renforcement de ce dispositif interne de bonne gouvernance. Visite de stand tenue par les différentes directions du Trésor public où sont exposés les services numériques et les instruments de lutte contre la fraude et la corruption au sein de cette institution financière. Des instruments que viennent renforcer la politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption lancée ce vendredi. La politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption, objet de la présente cérémonie, a pour objectif général d'améliorer la transparence et la gouvernance au sein du Trésor public à travers la promotion d'une culture antifraude et anticorruption. Avec le lancement de cette politique, le Trésor public franchit un autre palier dans son combat contre la fraude et la corruption, a fait observer le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Le pas marqué aujourd'hui par le Trésor public devra être suivi par l'ensemble des institutions de l'État. Après avoir salué les efforts dans l'amélioration de la gouvernance et la qualité des services du Trésor public, le ministre de l'Économie et des Finances représentant le Premier ministre à cette cérémonie a invité les uns et les autres à plus d'audace dans la lutte contre la corruption. À travers ce nouveau dispositif, le Trésor public conforte sa position d'administration de référence et donne encore une fois la preuve de son adaptabilité à l'évolution des enjeux. Je reste convaincu qu'avec la mise en œuvre de ce dispositif, le Trésor public apportera une plus-value appréciable à nos efforts pour faire reculer significativement ces fléaux pernicieux. La corruption entraîne la déperdition d'environ 4% du PIB, produit intérieur brut des pays africains, et fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA par an. Narcisse Thomas Sepi-Yesso est le nouveau directeur général de l'École nationale d'administration. Un hommage rendu à l'ancienne directrice qui fait valoir ses droits à la retraite. Cette école doit continuer dans la formation des hauts cadres de l'administration, de l'ingénierie et de la prospective. C'est l'ambition réaffirmée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Le reportage de Franck Quadio. À l'aube de l'indépendance naît l'École nationale d'administration en charge de former la fine fleur de l'administration ivoirienne. Au gré des réformes, dont l'introduction de nouveaux curricula au niveau formation et de concours d'entrée, l'Institut conforte sa crédibilité. Conséquence, l'autorité de tutelle reconnaît la valeur du travail accompli par ses collaborateurs. Cette journée est justement consacrée à mettre en lumière la carrière de la directrice générale de l'ENA, Traoré Salamata, 26 ans de service, appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Je suis arrivée au ministère de la fonction publique en 1986. Je voudrais adresser mes remerciements à travers vous, Madame le ministre, si vous voulez bien transmettre à Monsieur le Président de la République toute ma gratitude. Mot de reconnaissance à l'endroit du ministre Anne-Désirée Ouloto, mais aussi à l'ensemble du personnel et même aux élèves, au-delà du mérite de celle qui, il y a peu de temps encore, coordonnait l'uniformisation de la mise en œuvre des syllabus aux modules de qualité.
La ministre de la fonction publique a insisté sur la nécessité pour la famille de l'administration publique de partager les mêmes valeurs. Vous vous offrez un modèle vivant qui devrait inspirer nos collaborateurs et ainsi vous m'offrez la parfaite occasion de reconnaître et de célébrer la qualité professionnelle, le mérite et l'excellence d'un haut cadre. Journée de reconnaissance, mais aussi journée d'information de l'opinion. Depuis le jeudi 19 janvier, un nouveau directeur général est nommé par décret. Narcisse Thomas Sepi-Yesso a déjà sa feuille de route. Sa mission est de faire de l'ENA le pôle d'excellence de la formation des fonctionnaires et agents de l'État, y compris de la formation continue des hauts cadres publics. Après la célébration, place au labeur. Les maîtres mots édictés par le ministre Anne-Désiré Oloto pour plus d'efficacité sont le travail en équipe. Les ministres en charge du secteur éducation-formation s'engagent à jouer leur partition dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ils ont affiché ces ambitions au cours de la revue sectorielle 2022. Plusieurs efforts restent à faire et des solutions sont d'ailleurs en cours pour faciliter la formation et accélérer l'insertion. Sephora Zegui. Durant 2 jours, les acteurs du secteur éducation-formation ont évalué le système éducatif et la formation en Côte d'Ivoire. Cela en vue de permettre une adéquation entre la formation et les enjeux du développement socio-économique du pays. De ces échanges, il en ressort un bilan partagé. Sur les 207 indicateurs de performance, 52% ont atteint leur cible ou sont en bonne voie, 44% sont en mauvaise voie et 4% partiellement en bonne voie. Une analyse plus approfondie fait ressortir un problème de gouvernance marqué par la faiblesse de la mise en œuvre des réformes dans le secteur. Dynamiser l'offre de formation des domaines des sciences humaines et sociales, des lettres, langues et arts pour les adapter aux besoins des réalités du marché de l'emploi. Redéfinir la cible au niveau national dans l'optique de la généralisation de la distribution des kits scolaires aux préscolaires. Ce sont entre autres les recommandations de la revue sectorielle 2022. Prendre en compte les documents de référence générés par les EGENA et intégrer les recommandations issues du sommet mondial pour la transformation de l'éducation. Organiser des assises sectorielles pour revoir certaines orientations stratégiques qui sont en contradiction avec les ambitions de la nation. Les ministres en charge du secteur éducation-formation entendent jouer leur part de responsabilité en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité. Nous avons fait une revue de l'ensemble du dispositif et nous avons noté ce qui ne marche pas ou qui ne marche pas très bien à notre goût. Et en ce moment, les mesures correctives seront prises pour faire en sorte que les choses redeviennent ce que nous avons souhaité au départ. Nous avons décidé, mes collègues et moi-même, d'inscrire la revue sectorielle comme une priorité et par la suite de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'activer le comité interministériel de coordination du secteur éducation-formation, SICSEF, et renforcer les capacités opérationnelles de la task force. Les conclusions sorties de ces assises vont permettre au gouvernement de faire les investissements nécessaires en vue d'améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement ainsi que la gouvernance des sous-secteurs du système éducatif. Le ministre de la Réconciliation nationale a échangé avec le personnel, ses partenaires techniques et financiers. Kouadio Konan-Bertin a fait le bilan de l'année écoulée sur le chemin de la paix, des actions qui vont se poursuivre pour le renforcement de la cohésion sociale. Jean-Marc Diadji. Pour cette année 2023, le ministère de la Réconciliation et la Cohésion nationale a décidé de mettre les bouchées doubles. Kouadio Konan-Bertin, lors de sa rencontre bilan avec son ministère et ses partenaires techniques, a fait un tour d'horizon des progrès faits par son ministère en ce qui concerne la recherche de la paix en Côte d'Ivoire. Un bilan 2022 qu'il juge satisfaisant, vu le retour des exilés, de Charles Blé Goudé et de l'ex-président Laurent Gbagbo. Selon lui, beaucoup reste encore à faire. Aujourd'hui, toutes les structures sont en place et ça a été l'occasion pour moi non seulement de saluer leur ardeur au travail, mais de les remercier surtout et les féliciter parce qu'ils ont fait preuve d'abnégation. 2023 va se couronner par les élections municipales. Notre objectif, c'est de consolider davantage la paix sociale, faire en sorte de ressouder le tissu social,
faire en sorte de travailler à l'unité du pays et de travailler à la cohésion. Le chef de l'État nous a fait confiance, mes collaborateurs, moi aussi, je leur fais confiance à mon tour. Ensemble, main dans la main, nous devons travailler sans relâche pour justement relever ensemble les défis que nous nous sommes fixés. Au terme de sa rencontre, Kouadio Kounon-Bertin a demandé à tous de s'investir même dans les contrées les plus reculées pour que la réconciliation soit effective en Côte d'Ivoire, afin que celle-ci retrouve sa paix et sa stabilité pour une Côte d'Ivoire émergente. En religion, depuis l'année dernière, la mosquée résidentielle de Toumoudi accueille les fidèles pour la grande prière de vendredi. La ministre gouverneur Raymond Goudou Kofi s'est impliquée dans la réhabilitation de ce lieu de prière. On voit le reportage de Didier Nguessan. Voici une année maintenant que la mosquée résidentielle de Toumoudi abrite la grande prière du vendredi, cela grâce à la rénovation dont elle a fait l'objet en 2022. Une réhabilitation à laquelle aura contribué la ministre gouverneur du district des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Elle est donc venue se joindre aux fidèles de la communauté pour commémorer l'événement. Je réitère mes remerciements au nom des imams et au nom de la communauté musulmane à Madame. J'ai demandé à notre Seigneur, Allah le Tout-Puissant, de la garder longtemps. Elle a donné beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, beaucoup de chance. Pour la ministre gouverneur, c'est tout un honneur d'avoir contribué à la rénovation de cet édifice religieux. Il n'existe aucune différence entre l'islam et le christianisme selon elle. Ce n'est que l'amour et le vivre ensemble qui priment. Donc beaucoup de plaisir que j'ai reçu cette invitation à appuyer la construction de cette mosquée, à l'achever, parce que je me suis sentie intégrée fortement dans la communauté. Vous savez, on a un seul Dieu, je lui dis toujours. Je pense que vivre ensemble, c'est cela. Au thème de la rencontre, des prières ont été formulées pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Allons à présent dans le sud Comoé. L'imam Moussa Dramé est le nouveau responsable régional du COSIM. Il a reçu les félicitations des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu invite les fidèles à le soutenir pour la réussite de cette mission. Konepa Gassoro de Madongui. Grand Bassam, mosquée Fatmat Zahra. L'imam Moussa Dramé, imam principal de cet édifice religieux, félicité par l'association des femmes musulmanes AFEMSI et par la Confédération des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire, COFEMSI. C'est que l'homme de Dieu a été nommé à la tête du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, de la région du Sud Comoé. Aujourd'hui, nous parlons de l'imam Dramé. Il a eu l'honneur d'être nommé par ses actions d'abord, les actions de paix. L'AFEMSI a pu s'asseoir dans notre pays, la Côte d'Ivoire, grâce à la persévérance de l'imam Dramé, car à la création de l'AFEMSI, c'est l'imam Dramé qui a été proposé à l'AFEMSI pour les accompagner dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire pour installer les sections de l'AFEMSI. L'imam Moussa Dramé dit compter sur le soutien de la communauté musulmane dans son ensemble pour mener à bien la mission à lui confier. Il n'a pas manqué à cette occasion de définir ses priorités durant sa mandature. Nous allons d'abord, dans un premier temps, rassembler l'ensemble des imams de notre région. Je vais parler de la région Sud-Comoé. Et les envoyer en mission. Prêcher pour non seulement la paix, mais pour le maintien de la paix. Cette visite de courtoisie et de reconnaissance de l'AFEMSI et de la COFEMSI à l'imam principal de la mosquée Fatmat Zahra de Grand Bassam a été marquée par la promesse du nouveau président du COSIM régional du Sud Comoé, celle de redynamiser l'association fêtière des femmes musulmanes en Côte d'Ivoire. Une prière spéciale pour la paix et pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, a mis fin à cette visite religieuse. Nous parlons justement de la cohésion sociale 2023, année de la paix pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny. 2 événements marquent la célébration, le 50e de cette fondation et le 30e anniversaire du décès du père de la nation. Une double commémoration est lancée à Yamoussoukro. Plusieurs personnalités ont pris part au lancement de ces activités. Le reportage de Léon Brou. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix scandant la paix, comme pour lancer le 30e du décès du père de la nation
et le cinquantenaire de la fondation qu'il a créée pour promouvoir la paix. Des activités spécifiques autour d'un thème particulier chaque mois de cette année 2023. Point d'orgue, le colloque international sur l'oufouettisme et le Conseil géant de la paix. Jeunes, organisations de la société civile, partis et groupements politiques invités pour concrétiser 4 projets. La réhabilitation générale de la Fondation, qui a 35 ans d'âge. Le lancement de l'école panafricaniste de la paix, une initiative de l'UNESCO, de l'Union africaine, du gouvernement ivoirien et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le transfert du siège de la Radio de la Paix à la Fondation. Dernier projet, la statue géante du président Félix Houphouët-Boigny dans le jardin de la Fondation. La finalité, renforcement de la cohésion sociale et de la paix, une œuvre qu'aura consacré sa vie à construire Félix Houphouët-Boigny, somme toute des dimensions humaines qui concourent au vivre ensemble selon sa famille. Quand vous écoutiez ces discours, ces jugements, c'était des leçons de pondération et de sagesse. Quand vous écoutiez ces conseils, il vous apprenait à vivre. Quand vous observiez son comportement avec les autres, c'était des leçons de courtoisie. Et tout cela avec une profonde humilité, une immense foi en Dieu, un sens de l'humain et un profond et sincère amour de son prochain. Au patron de l'année 2023 de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara, son représentant, le ministre conseiller Cissé Bakongo, explique que sa vision de la réconciliation exige de traduire en actes l'enseignement du Père de la Nation que je cite « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Une telle perspective heureuse n'est durable que si nous savons, par un effort collectif et constant, sauvegarder, maintenir et promouvoir la paix, telle que le président Félix Houphouët-Boigny nous l'a enseigné. Également transmettre aux générations actuelles et futures son message de paix, sa quête d'un monde solidaire, égalitaire et fraternel. Autre partie prenante à la commémoration du trentenaire du décès de Félix Houphouët-Boigny et du cinquantenaire de sa fondation, le Sénat, ici représenté par sa vice-présidente Diaby Makani, le Conseil économique, social, culturel et environnemental. Dans l'actualité politique, le RHDP de Treichville renforce les capacités des animateurs locaux du parti. Le secrétaire départemental a initié une session de formation. Elle vise à préparer les militants dans la perspective des élections locales. Souleymane Donissongou, Sephorazeki. Mairie de Treichville, les animateurs du RHDP voient leurs capacités renforcées à l'occasion d'une rencontre d'échange avec le secrétariat départemental. Instruire le militant sur la philosophie du parti, lui définir le code de conduite en conformité avec les statuts et règlements intérieurs sont les principaux axes abordés. C'est un début et ça va se poursuivre donc dans les autres secrétariats départementaux donc, pour former nos militants à bien connaître d'abord l'ancrage idéologique du RHDP, mais également à bien connaître les textes donc, qui régissent le RHDP. 150 auditeurs bénéficient des apports pédagogiques de cette séance de formation. Cette formation nous permet aujourd'hui de nous donner des outils pour pouvoir améliorer notre mindset dans la vie politique. Ce que je retiens, c'est qu'il faut que nous, les militants, soyons disciplinés. Suite à l'appel du président du parti, le président Alassane Ouattara a promouvoir les idéaux du RHDP, le secrétariat national chargé de la formation et de l'institut politique du RHDP souligne la nécessité de la tenue d'une telle activité. Nous sommes dans le cadre donc du déploiement effectif des formations de proximité afin de pouvoir donner à nos militants au plus près selon la vision du président Alassane Ouattara et naturellement aider nos militants à avoir tous les supports et toute la qualité nécessaire pour conduire le RHDP à toutes les victoires. Pour le rayonnement du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le secrétariat départemental de Treichville compte optimiser les compétences des militants et sympathisants en vue des élections futures à travers d'autres panels et rencontres d'échange.
En 2021, plus de 14 000 accidents ont été enregistrés par l'Office de la sécurité routière, 1614 morts et plus de 13 000 blessés graves, des accidents dus en partie à l'incivisme. Ici à Abidjan, les motocyclistes sont de plus en plus indexés, notamment sur le non-respect des feux tricolores. Nos reporters Alil Diomandé et Jean-Marc Djadji ont posé leurs caméras dans les communes de Yopougon et de Cocody pour faire le constat. Ce motocycliste, en pleine communication, grille le feu rouge. Un acte d'incivisme qui semble être assez fréquent dans la capitale économique ivoirienne. Nous avons sillonné les communes de Cocody et de Yopougon le temps d'un constat. Et voici les scènes que nous avons pu observer sur les routes. En seulement 20 minutes environ, une trentaine de motocyclistes contreviennent à la règle sur les feux tricolores. Moi-même, j'ai plusieurs fois vu, quand on voit le feu, quand c'est rouge, il regarde le rouge, j'attends, quand une voiture, il traverse. Ils ne se sentent même pas concernés. Eux, ça leur dit rien même. C'est-à-dire qu'ils voient ça à autre chose. On dirait qu'ils ne connaissent pas. Oh, ils font semblant. Là, à chaque arrêt, il y a beaucoup d'accidents. Normalement, quand le feu est rouge, tout le monde doit s'arrêter, que ce soit voiture ou moto. Mais là, quand tu as déjà grillé le feu là, l'autre va voir là, c'est vers là-bas. Quand ils vont traverser là, ça a créé quoi? C'est un accident. Le district d'Abidjan a enregistré en 2021 7 899 accidents sur 14 234 en Côte d'Ivoire, selon l'Office de la sécurité routière, OSER. L'excès de vitesse et le non-respect des feux tricolores en sont quelques facteurs majeurs. Les populations indexent de plus en plus les livreurs pour leur manque de civisme. Pas de route là, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les recettes journaliers. Peut-être on les impose 6 000 francs, 8 000 francs, 10 000 francs, c'est les recettes journaliers qu'ils importent. Les voitures, même souvent, ils sont un peu plus protégés. Eux-mêmes, souvent, ils n'ont même pas de casque. Et puis, c'est eux-mêmes qui font ça. Pour se justifier, les concernés brandissent comme argument le respect des délais de livraison et autres urgences. On a plusieurs communes à livrer. On a moins de temps. L'autre est dans l'autre commune, l'autre est là, il te presse. Le temps est compté, le temps est compté. Que nous, hier, tu n'as pas eu assez de clients. Donc, il y a la journée d'hier que tu dois payer plus la journée d'aujourd'hui. Des avis que Abdul Karim, aussi livreur, ne partage pas. Pour lui, la livraison n'est pas une course contre la montre. La livraison à ses services, ce n'est pas la course. Tu es calme, tu livres, tu celui qui veut prendre, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, il n'a qu'à laisser. Il ne faut pas être pressé derrière l'argent. En 2021, les piétons et les conducteurs des engins à 2 et 3 roues constituaient 68% des victimes des accidents de la circulation, selon le ministère des Transports. Les usagers suggèrent alors que les autorités durcissent le ton. Souvent même, ils viennent même dans le sens inverse. Il faut que les autorités prennent encore des mesures plus serrées. Créé en 2019 pour assurer la sécurité des personnes sur les routes et prévenir les accidents, la police spéciale en charge de la sécurité routière confirme que des mesures existent déjà. Les sanctions sont déjà là. Il y a beaucoup d'opérations qui sont menées par la police, par la gendarmerie. Mais il faut se dire que vous avez la vidéo-verbalisation. La tribune que vous m'offrez, c'est demander aux gens de 2 roues, non seulement d'aller se faire immatriculer, mais de respecter le code de la route. Si cela n'est pas fait, ils le payeront sur la voie et dans leur porte-monnaie, parce que les carrefours sont vidéo-verbalisés. L'OSER indique que plus de 90% des accidents de la route en Côte d'Ivoire sont liés aux facteurs humains, entre autres l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route. Attention donc, vigilance sur la route, occuper sainement la jeunesse et la soutenir surtout dans ses activités. Voilà quelques actions que mène Eric Tabat dans la commune de Cocody depuis des années. L'ambassadeur est le parrain de la 4e édition d'un tournoi de Maracana. La compétition s'est déroulée au complexe sportif de la Riviera Palmeraie. Astou Touré d'Agnougou. C'est dans une ambiance fair-play que plusieurs équipes de la Riviera Palmeraie se sont affrontées lors de cette 4e édition du tournoi Konan Modeste. Avec une dizaine d'équipes en attraction, ce tournoi est parrainé par l'ambassadeur, chef protocole du président de la République, Eric Tabat.
L'objectif de ce tournoi est de soutenir la jeunesse dans ses activités et démarrer l'année 2023 avec plus de sérénité et d'entrain. Les équipes se valent, il n'y a pas d'équipe qui est avantageuse par rapport à d'autres. Tout le monde est préparé pour ce tournoi, tout le monde est heureux et c'est le sport qui gagne. Des moments de joie, de convivialité et de cohésion qu'Éric Taba a partagé tout au long de cette journée sportive. Des trophées, des encouragements et des enveloppes ont été remis aux différents participants en fonction de leur classement. Le chef du protocole du président de la République, Éric Taba, toujours dans le noble but d'aider la jeunesse de Cocody, a offert gratuitement des bons de permis de conduire à plusieurs jeunes de la commune. J'ai travaillé à la mairie de Cocody en tant que simple agent, mais aujourd'hui je me retrouve avec le président de la République. Ça veut dire que quand on croit à ce qu'on fait, quand on est donc solidaire, je pense qu'on peut aller très loin. Et moi, ce que j'ai reçu, je le dis toujours, je vais partager avec mes frères. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. S'inscrivant donc dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, Éric Taba entend répondre toujours présent aux sollicitations des populations. On ouvre maintenant notre page consacrée à la culture. Après Abidjan, l'équipe de l'émission Bonjour était à Yamoussoukro. Les humoristes, comme d'habitude, ont communié avec le public de la capitale politique. Ce grand rendez-vous du rire de la RTI a mobilisé du monde à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. On voit l'ambiance avec Konepa Gassoro de Madongi. L'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, transformée en un temple de l'humour. Nous sommes à la messe de l'humour de la radio-télévision ivoirienne Bonjour Tour 2023. Ce rendez-vous annuel du rire a réuni sur une même scène les meilleurs humoristes du moment. Qu'elle a plongé comme ça, sa tête est rentrée dans le fossile de la fille là. Donc c'est le fossile là qui a tapé son cou. Comme façon de parler à un coup de volet là. J'ai dit on tire le gars, c'est bloqué. Des blagues, mais aussi des moments de fou rire qui a laissé le public en extase. Je voudrais dire merci à monsieur le ministre Solma Diarra-Souba qui ne ménage aucun effort d'égayer, de donner la bonne humeur aux populations de Yamoussoukro que nous sommes. Nous avons besoin de ça. Nous souhaitons que chaque année, cela se passe. Bon, c'est devenu comme une tradition maintenant pour nous, parce que quand l'année arrive, on s'attend vraiment à ça et puis c'est vraiment bien. Bonjour Tour 2023 intervient dans un contexte particulier, celui de la célébration des 60 années d'expérience de la RTI. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, me charge de vous dire merci pour les 60 ans de la RTI. Vous et nous avons des projets. Bonjour Yamoussoukro, c'est devenu une tradition. Et ce soir encore, on va marquer la première étape ici. Parrain de Bonjour Tour 2023 dans la capitale politique, Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie par ailleurs, député de Yamoussoukro, a traduit sa gratitude à la direction générale de la RTI qui ne cesse de donner le sourire aux Ivoiriens en cette nouvelle année à travers l'humour. Le concept de Bonjour est un concept qui permet aux Ivoiriens de se retrouver et de commencer l'année avec la bonne humeur, de commencer l'année avec le sourire, de commencer l'année avec le rire. Et c'est une opportunité pour nous pour souhaiter bonne et heureuse année aux populations vivant à Yamoussoukro. C'est la 4e fois que la ville de Yamoussoukro accueille cette messe de l'humour. Après Yamoussoukro, humoristes et équipes de production déposeront leurs valises à Séguéla, dans la région de Ourodougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, pour plus d'humour et de rire. Je me bats et je continuerai de me battre pour l'intérêt de la nation jusqu'à ce que je devienne un bon bâtard. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, fin du calvaire pour la 60aine de femmes enlevées par des terroristes présumés la semaine dernière à Abinda dans le Nord, retrouvées ce vendredi à bord d'un bus dans la région du Centre-Nord. Elles sont arrivées dans la soirée dans la capitale où elles ont été accueillies par les autorités. La radio-télévision du Burkina a diffusé des images de ces femmes libérées et ramenées à Ouagadougou, évoquant une opération des forces armées. Les enquêtes se poursuivent sur place à Kaya avec des interrogatoires pour savoir leur lieu de départ et quelle était leur destination finale.
Et on retrouve notre invité de la page culture, un peintre, 35 ans dans la peinture, Augustin Kassi. Disons rebonsoir. Bonsoir. Alors, quel bilan faites-vous 35 ans après? Oui, 35 ans après, un bilan positif. Parce que vous savez, j'ai commencé très tôt ma carrière. Et avoir à exercer son métier pendant 35 années, à voyager, à présenter son travail dans le monde auprès de populations diverses, je crois qu'on n'est que satisfait aujourd'hui où nous fêtons les 35 ans. Alors pourquoi pourquoi on dit que vous êtes un artiste, vous pratiquez l'art naïf, qu'est-ce que ça dit? Vous savez qu'il y a plusieurs types d'art. Et parmi ces types d'art, je prends l'art pictural par exemple. Il y a là encore plusieurs types de façons de peindre. Alors, il y a l'art abstrait, il y a l'art figuratif, et même dans l'art abstrait, il y a des variations. Dans l'art figuratif aussi, il y a aussi des variations. Donc, c'est une une des peintures que les gens ont nommé art naïf. Et quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est que les gens, la majorité des gens qui la pratiquent n'ont pas fait d'école d'art. Ils étaient soit fonctionnaires ou agriculteurs ou travailleurs dans des usines et à leur temps libre, ils se mettaient à peindre des idées qu'ils avaient. Donc personnellement, étant donné que je n'ai pas fait les beaux-arts, bien que j'ai fait un centre de formation, je n'ai pas fait les beaux-arts, les uns et les autres ont considéré que j'étais un des naïfs, voilà, parce que mon travail le démontrait. Voilà. Donc, effectivement, la peinture naïve a sa spécificité, à sa palette, à sa façon de voir le monde. Voilà. L'art naïf... Ça n'a rien à voir avec la qualité du travail. Non, non, dans tous les cas, ça ne se mesure qu'avec cet art même. On va pas le mesurer avec un autre genre. Voilà. Donc, si quelqu'un vient à juger l'art naïf avec des lunettes de l'art abstrait, il va s'en dire que ça ne va pas du tout aller. Donc, parmi les naïfs, dont le douanier Rousseau, Henri Rousseau, est le maître, disons que il y a encore là une grande variété, et l'art ivoirien a sa spécificité là encore. Et c'est en cela que les gens disent que Kassi est le maître de l'art naïf en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, il y a eu une exposition qui a marqué vos 35 ans de carrière. On va voir des détails dans ce reportage de Serge Parcom Didi et Jean-Marc Diadi, et on se retrouve. Un catalogue retraçant les plus belles pages du parcours de l'artiste peintre ivoirien Augustin Kassi. À Oulaba, à Pouchou ou encore Rond de Montbel, tels sont les dénominateurs populaires dédiés au concept d'art naïf d'Augustin Kassi. Artiste de renommée internationale qui, depuis maintenant 35 ans, magnifie la femme africaine à travers ses œuvres si caractéristiques. L'artiste met en valeur la douceur, la souplesse, la générosité de forme, les rondeurs de la femme africaine, considérées dans nos cultures comme étant d'indéniables canons de beauté. C'est un peintre qui compte, c'est la figure de la femme qui est dominante, mais il a fait des œuvres qui ne sont pas seulement colorées, mais il a fait aussi des œuvres en gris, en noir, pour montrer que c'est vraiment un peintre qui peut s'offrir toutes les subtilités qu'il désire. Invité de marque de cette célébration, Françoise remarque, ne tarit pas d'éloges à l'égard de l'artiste. 35 ans de résilience, mais aussi ces 35 ans de notoriété à travers ce que Augustin Kassi représente pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation, puisque son travail aujourd'hui est reconnu à travers le monde. Prix d'excellence 2021 dans la catégorie cinéma et arts visuels, le talent de Augustin Kassi a été reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Un artiste d'expérience et de renom qui honore la Côte d'Ivoire à travers une carrière qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Alors, quand on évoque les peintures d'Augustin Kassi, on se rend compte qu'il fait beaucoup plus la promotion de la Ronde de Montbel, cette particularité de chez nous. Alors, pourquoi vous avez choisi cet axe de façon particulière? Je voudrais d'abord commencer par
par dire à tous ceux qui ont regardé le reportage que toutes les peintures vues là ne sont pas des peintures naïves. Les seules peintures naïves qui étaient là, ce sont celles des dames qui étaient au marché. La façon de traiter, la palette, il y avait. Tout le reste, c'est une variété de peintures que j'ai faites, parce qu'avec les 35 ans de carrière, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. On a muté à beaucoup de choses. Il n'y a pas eu que l'art naïf, d'accord. Voilà. Pour en revenir à la question, pourquoi maintenant, quand on a fait une formation et qu'on doit aller sur le terrain, il faut choisir un thème. Donc il faut traiter ce thème-là à fond. Donc à l'époque, nous étions dans les années 1980, puis il y avait des concours Miss, à travers le carnaval du Boaké, il y avait Miss Boaké, et plus tard Miss Abidjan, et après Miss Côte d'Ivoire. À cette époque, nos mamans souffraient beaucoup. Parce qu'il faut remarquer qu'une femme, quand elle a fait 1 ou 2 maternités, elle commence à prendre de l'embonpoint. Et vraiment, les promoteurs des concours Miss n'étaient pas très tendres avec nos mamans. Donc, à cette époque-là, toutes les dames se sont mises à faire un régime alimentaire et ça ne changeait rien. Donc, moi, je me suis dit, non, mais attendez, pourquoi vous vous fatiguez? Dieu a créé des cours, il a créé des géants, il a créé des grands, des gros et des minces, etc., etc. Et donc, c'est à lui la responsabilité de tout ça. Donc, l'homme qui a été créé pour être gros sera gros, qu'il mange ou qu'il ne mange pas. C'est une façon de magnifier la Voilà, femme. donc moi je me suis dit que bon, ça, c'est des choses qui, dans nos cultures, sont valorisées. Donc moi, je vais les valoriser davantage. Est-ce que finalement, vous ne choquez pas plus que vous ne n'avez l'objectif visé? Choquer ne pas choquer. Aujourd'hui, sur la terre des hommes, le regard qu'on a des hommes, quand je dis homme, femme, homme, sur ces êtres-là, je crois que c'est positif et c'est l'essentiel. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas que la peinture colorée qu'on voit. C'est pas seulement que la femme, je veux dire. Il y a forcément d'autres choses comme thème que vous développez en dehors de ce dont on parle. Disons qu'un artiste, c'est comme quelqu'un qui connaît ABCD jusqu'à Z. Et il utilise les lettres ou les chiffres à sa guise. Donc moi, je sais dessiner, donc je peux dessiner tout ce que je veux. Mais j'ai choisi de dessiner la femme. Ça, c'est mon thème que je traite pour marquer mon temps. Voilà, donc vraiment, je crois que je le ferai jusqu'à... Et à l'approche de ces 35 ans donc de carrière, il y a eu ce prix d'excellence 2021, le prix national d'excellence. Alors, comment vous avez ressenti cette reconnaissance de la nation? Oui, j'étais très heureux. Disons que j'ai une grâce particulière depuis le début de ma carrière, d'avoir des prix, d'avoir eu des trophées, différents trophées, d'avoir été primé ici et ailleurs. Je suis même, j'allais dire, chevalier dans l'ordre du mérite culturel depuis quelques années, icône dans l'art en Côte d'Ivoire par le Biruda, le prix du gouverneur du district d'Abidjan depuis 2010 lors du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Et donc, je suis plus ou moins un peu habitué. Mais quand on dit que ce trophée-là, il est du président de la République, franchement, c'était très touchant. Oui, voilà. D'accord. Alors, finalement, après 35 ans de service, c'est peut-être le bilan, mais surtout les perspectives. Comment vous voyez les années qui viennent? Disons qu'il y a peut-être un élément dont on n'a pas fait cas. J'ai créé par la suite un événement qu'on appelait à l'époque la Biennale internationale des arts naïfs d'Abidjan, qui rassemblait une vingtaine de pays. Et même cette année, nous avons reconduit la 7e édition. Et donc, ça s'est très bien passé. Donc, je veux dire que l'avenir, on le voit en rose. On accompagne la jeunesse, on accompagne les enfants. Et le nombre d'artistes s'accroît. Est-ce que vous-même, vous pensez par exemple à transmettre tout ce que vous savez à la jeunesse qui arrive, peut-être qui a envie de devenir plus tard un Augustin Kassi? Rapidement, en 30 secondes. Ouais, vous savez, j'ai un programme qu'on appelle Atelier Vacances. C'est plus de 2000 enfants par an dans la sous-région.
la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, etc. etc. Donc je prépare les jeunes et quand ils sont doués, alors je leur montre la voie de la formation, je les accompagne pour le concours, ils rentrent au Beaux-Arts, ils rentrent au Centre technique des arts appliqués ou au lycée d'enseignement artistique. Tous ceux-là font des masters maintenant. Je crois que c'est un motif de satisfaction. Merci Augustin Kassi, artiste peintre, 35 ans, au service de la peinture. Vous étiez l'invité de la page culture. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que ce n'est pas la main, mais plutôt le cœur qui donne. Dieu le voulant, on se retrouve demain.